on écoute maintenant Agnès Lebrun. Alors j'allais dire Agnès, alors pourquoi ça ne veut pas marcher ce truc? Oui, voilà. Agnès Lebrun, donc aujourd'hui là vous êtes donc au ministère de l'Éducation nationale en charge des relations entre le ministère et les collectivités territoriales, donc aussi vaste programme dans les temps qui sont là, mais c'est aussi parce que je dirais que vous avez à la fois un passé d'enseignante, de proviseur et aussi d'élus territoriales et d'élus à la tête d'une grande municipalité. Alors un peu ben voilà, votre regard à vous, je dirais un peu sur l'ensemble, c'est-à-dire à la fois sur les défis tels qu'ils se présentent, mais aussi sur la prévention, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui reste à faire, comment vous sentez les choses. Merci beaucoup Anne-Marie et merci de susciter ces échanges qui sont absolument passionnants, aussi bien dans ce qu'ils portent de témoignages que de ce qu'ils portent de propositions et je crois qu'on a tous cette volonté de voir se réaliser des situations un peu plus porteuses d'espoir, sinon d'espérance. Je dois dire qu'en vous écoutant tous, je vous ai beaucoup plus écouté comme prof, comme chef d'établissement que comme élu. Je vous demande pardon parce que je vous dis spontanément, tout ce que vous disiez, que ce soit du côté de Rambouillet, du côté de la MGEN, du côté du syndicat, me parlait beaucoup parce que il me semble que ce métier de professeur a vraiment une particularité. Et je me disais qu'il avait un peu le même type, pas la même particularité, mais le même type de particularité que la caissière dans un grand magasin. C'est-à-dire que c'est un métier où on est en contact avec le public, en l'occurrence dans une classe, ou en l'occurrence avec des clients, mais dans deux situations différentes. C'est-à-dire que une fois que la porte est fermée, j'entendais là, avec chagrin ce que disait notre collègue proviseur de Rambouillet sur la démission de 2 jeunes profs. Quand la porte est fermée, on est tout seul. On est tout seul avec sa classe. Tout seul. Et la différence avec la caissière, c'est que dans le cas du prof, il y a une charge émotionnelle extraordinaire qui sort totalement de l'ordinaire. Et dans le cas de la caissière, et ça s'est vu notamment et particulièrement au moment de la crise sanitaire, cette caissière, elle était en contact permanent avec des êtres humains et en même temps, il n'y avait strictement aucune interaction. Ce qui est générateur d'une vraie détresse psychologique. Vous croisez des êtres humains toute la journée et vous n'avez strictement aucune interaction avec eux. Bien, le métier de professeur, et ça a été dit par tous, doit affronter dans un lieu clos, et nous travaillons beaucoup sur le bâti scolaire et je crois que c'est vraiment important de travailler sur cette idée de lieu. On en a parlé dans une autre session du cercle, je crois, parce que on ne pourra rien faire. Il y a deux aspects. On ne pourra rien faire si on n'intensifie pas, à mon sens, la formation initiale et la formation continue. Tout ce qu'a exprimé Madame Harley sur ce qui a été mis en place par le ministère, et vous avez la gentillesse de souligner, Anne-Marie, que des choses ont été faites. Oui, des choses ont été faites, insuffisamment évidemment, mais nous sommes sur le chemin du faire. Et donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Mais le chemin est très long parce qu'on part de très loin. Une fois qu'on passe les concours, on a une visite médicale et je crois qu'en 25 ans d'enseignement, je n'ai eu qu'une seule visite médicale, celle de la titularisation. Si j'avais exprimé le besoin, peut-être aurais-je trouvé le chemin pour avoir l'interlocuteur qui m'aurait indiqué quelle pouvait être l'écoute que je pouvais rencontrer, etc. Mais en réalité, non. En réalité, on est à la fois ensemble dans la communauté éducative, dans la salle des professeurs, dans le conseil d'administration, dans le conseil de classe, dans le CDI, mais en réalité, on vit une immense solitude. Et je crois que
ce qui a fait beaucoup la détresse psychologique des enseignants pendant ces deux crises, c'est qu'ils ils n'étaient pas sans énergie pour agir, mais ils étaient démunis. Et ils étaient démunis comme n'importe lequel de leurs concitoyens, parce que nous avons eu à faire face, et je dézoome en disant cela, mais nous avons eu à faire face à deux éléments qui se sont brutalement imposés à nous, et qui, à mon sens, mais ça c'est tout à fait personnel, désigne une rupture que j'appellerais métaphysique, c'est-à-dire que la mort a fait irruption, clairement, que d'entendre à la télévision mon collègue Jean Rotner parler, alors qu'il est urgentiste, qu'il connaît la mort, qu'il la pratique, qu'il l'affronte, qu'il est formé pour, les sanglots dans la voix dire qu'il a 170 cadavres dont il ne sait que faire parce qu'il n'a même pas le bois des cercueils pour les abriter. Eh bien, dans une société où on ne veut plus que les cimetières soient au milieu des villages, comprenez bien que pour un enfant de 12 ans, mais pour un personnel qui a en charge l'enfant de 12 ans, c'est quelque chose d'extraordinairement violent, de la même façon que dans une société où tout est sous contrôle, le corps doit être sous contrôle, l'âge doit être sous contrôle, le bonheur doit être sous contrôle, le développement personnel doit être sous contrôle, c'est imposé à nous l'imprévisibilité des choses. Moi, il me semble que ce qui a été violent dans cette crise, c'est les effets directs de la crise, mais surtout le fait que personne ne pouvait dire quand ça allait s'arrêter et qu'à l'heure qu'on avait tous, y compris dans le milieu scolaire, connu des crises, par exemple des suicides d'élèves, par exemple des accidents sur la cour de récréation, par exemple des grands malheurs la vie d'un établissement scolaire, c'est une vie collective. Donc, il y a des grands bonheurs, mais il y a aussi des grands malheurs. Mais l'affrontement, enfin, la façon d'affronter ensemble ces grands malheurs était possible parce qu'il y avait le début du grand malheur, l'information sur le grand malheur, et l'après. Et dans le cas de cette crise, comme dans le cas de la crise que nous affrontons à travers la guerre européenne, nous n'avons pas la fin. Nous n'avons pas la fin. C'est-à-dire que nous avons tous appris à appréhender des outils d'adaptation pour revenir à la normale. Comment faire pour... personnellement, j'ai un peu de difficulté avec le terme de résilience, mais en tout cas pour supporter la charge du malheur quand il survient, de quelque nature qu'il soit, pour ensuite retrouver une forme d'équilibre, d'assise qui intègre le malheur mais qui permet de le dépasser. Or là, ce qu'on nous demande, ce que la vie nous demande, c'est de trouver des outils pour nous adapter à l'imprévisible, pour nous adapter à l'instabilité permanente. C'est-à-dire que la permanence, c'est l'instabilité. Je crois avoir raconté cette anecdote déjà, mais pardon parce que je la trouve parlante. J'étais donc mère pendant plus de 12 ans dans une ville où il y avait beaucoup d'inondations. Historiquement, il y avait beaucoup d'inondations. Et donc, il y avait une population âgée dont il fallait prendre... Donc, j'ai vécu des inondations, pour vous dire le genre d'inondation, entre le 23 décembre, 23 heures, et le 8 février. Donc, c'est pas une inondation, c'est une période d'inondation. Donc, il fallait prendre particulièrement soin de la population âgée. Et j'étais très frappée par une dame très âgée on lui passait des colis avec les pompiers parce qu'elle était au premier étage et on ne pouvait pas l'évacuer. Et donc, elle me disait, mais moi, Madame le maire, vous inquiétez pas. Je n'ai pas peur des inondations. Mais par contre, je voudrais mettre une croix sur mon calendrier. Je voudrais pouvoir mettre une croix sur mon calendrier parce qu'en vérité, ce qui l'angoissait, ce n'était pas l'événement. C'était le fait de ne pas savoir quand il allait se terminer. Alors, je crois que... Je vais vous interrompre, Agnès, pour vous demander peut-être de finir en une phrase et on va reprendre le débat ensuite. Sûr. Parce que j'aimerais bien avoir l'œil aussi, qu'on puisse avoir l'œil de Christine Geoffrion, professeur Geoffrion. Pardon. Tout ça pour vous dire que il me semble, et Montréal l'a dit très justement, et j'ai une grande admiration pour ce que font les Canadiens, mais c'est une autre histoire, mais vraiment, c'est inspirant. Il nous appartient parce que nous sommes les adultes et nous à deux niveaux,
de former ces jeunes professeurs ou ces professeurs qui n'ont pas l'expérience suffisante, qui ne sont pas suffisamment vieux ou aguerris pour affronter ces événements. Parce qu'ils incarnent l'espérance, nous devons, nous, leur donner la formation et leur dire qu'il y a du positif, toujours. C'est-à-dire que le silence, et je termine là-dessus Anne-Marie, regardez le silence, regardez ce qu'on fait du silence. Le silence peut instaurer le bien-être et le silence peut instaurer la crainte. Ce qu'il y a entre les deux, c'est la confiance entre ceux qui partagent le silence. Et je voudrais juste terminer là-dessus. Je pense que si nous arrivons à instaurer la confiance, c'est pas de dire la feuille est écrite, aie confiance comme le serpent dans le livre de la jungle, suis-moi, mais c'est de dire nous sommes là ensemble et parce que la vie est ainsi faite, nous affronterons ensemble ce qui est négatif, mais pour pouvoir aussi produire du positif. Merci Agnès, merci de tout ça je crois que ça rejoint bien un message que vous indiquiez, je dirais Catherine, Dominique et Luc, que tu résumais en disant la résilience ça s'apprend et que quelque part l'avancée ou le progrès par la formation c'est une chose tout à fait importante. Alors,